En 1908, dans Les Vrilles de la Vigne, puis en 1930 dans Sido, Colette nous offre 2 œuvres où la nature et les souvenirs d'enfance se mêlent de manière poétique. Ce qui est frappant, c'est que ces 2 œuvres ont presque 20 ans d'écart. Colette écrit Les Vrilles de la Vigne à 35 ans et Sido à 57 ans. Le style a légèrement changé, mais ces 2 œuvres sont traversées par un même enthousiasme à l'égard du monde et de la vie. Elles partagent une même quête, célébrer des instants précieux, comme pour les sauver de l'oubli. On pense notamment au passage où Colette célèbre les paysages de son enfance, avec nostalgie et émerveillement. Elle porte une attention particulière à la nature, mais aussi aux personnes qui lui sont chères, sa famille, ses amantes et ses amis, et même ses animaux de compagnie. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure la célébration du monde chez Colette dépasse le simple discours élogieux sur la nature. À quel point son attachement à la vie, à l'univers et aux êtres vivants s'étend au-delà d'une apologie de la nature. Son admiration pour la nature ne participe-t-elle pas à un enthousiasme plus général pour l'amour, la liberté et la création ? D'abord, il apparaît bien que ces 2 recueils de Colette contiennent un vibrant éloge des règnes de la nature, paysages, végétaux, animaux, où chaque détail devient une offrande à la beauté du monde. Mais cet amour lui provient de sa mère Sido, capable de décrypter les signes de la nature. Elle lui a ainsi également enseigné l'importance du lien aux autres. Voilà pourquoi, au-delà de la nature, Colette célèbre tout ce qui vit, et notamment les personnes proches, les êtres qui lui sont chers. Finalement, ce regard si personnel que Colette pose sur le monde, sans cesse renouvelé par son écriture, trahit une profonde soif de liberté, où l'art devient une véritable quête d'identité. En premier lieu, Colette dans Sido et Les Vrilles de la Vigne compose une véritable symphonie en l'honneur de la nature, où chaque élément, végétal, animal ou minéral, est célébré avec une précision de botaniste et une sensibilité de poétesse. Tout d'abord, Colette se révèle une observatrice exceptionnelle, capable de nommer avec exactitude chaque plante du jardin de son enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Un bosquet de lauriers cerises dominé par un ginkgo biloba. Je donnais ces feuilles, en forme de raie, à mes camarades d'école, qui les séchaient entre les pages de l'Atlas. Cette citation illustre bien son attention aux détails, où la nature n'est pas seulement un décor, mais un monde à explorer, dont chaque composant est à observer, à collectionner. Dans Les Vrilles de la Vigne, ce sont aussi de longs passages où elle observe les animaux, mettant en scène par exemple l'interaction de sa chatte avec un rouge-gorge en colère. Ensuite, plus qu'une simple observatrice, Colette vit en communion charnelle avec la nature. Dès son enfance, elle réclame avec insistance à sa mère le droit d'explorer les bois au petit matin. Cette anecdote est-elle réelle ? Même si elle est romancée, elle révèle parfaitement l'attachement de Colette à la nature. Car j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30 et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. Colette adulte se souvient encore du goût de cette rivière qu'elle vient boire directement à la source. La nature n'est plus seulement contemplée, éprouvée physiquement, elle vient nourrir son âme et prendre une dimension spirituelle. Enfin, par le soin qu'elle apporte à la restitution de ses souvenirs, l'éloge de la nature devient un langage partagé, une manière de transmettre son amour du monde à ceux qu'elle aime. Ainsi, dans Les Vrilles de la Vigne, elle fait découvrir le paysage de son enfance à son amante Missy. Et si tu passais en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais s'ouvrir ton cœur. La nature chez Colette est un pont entre les êtres, une façon de faire vibrer les cœurs à l'unisson. Ainsi, cette nature, aussi envoûtante soit-elle, ne se suffit pas à elle-même. Elle est indissociable des êtres qui l'ont habitée. Notamment inspirée par sa mère Sido, Colette fait de l'éloge de la nature une célébration des êtres qui lui sont chers. Et en effet, dans un deuxième temps,
l'œuvre de Colette révèle que la nature n'est jamais un simple paysage. Elle est le théâtre d'une vie familiale, d'une enfance bercée par la présence de ceux qui ont marqué son existence. Tout d'abord, au cœur de ses souvenirs, sa mère, Sido, apparaît comme une figure d'initiatrice, à la fois gardienne et magicienne de ce monde naturel. Mon imagination, mon orgueil enfantin situait notre maison au centre d'une rose de jardin, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. Sido n'est pas seulement une mère, elle est le centre de l'univers, celle qui a façonné le regard de Colette sur le monde, celle qui trouve très naturel d'avoir enfanté des miracles. Ensuite, autour de Colette enfant, puis adulte, toute une galerie de personnages prend vie, comme autant de visages aimés qui peuplent sa mémoire. Dans Sido, elle parle longuement de son père, le capitaine, ainsi que de ses deux frères, Achille et Léo, qu'elle surnomme les sauvages, justement à cause de leur lien avec la nature. Deux sauvages aux pieds légers, osseux, sans chair superflue, frugaux, et qui préféraient aux viandes le pain bis, la tarte aux poireaux ou à la citrouille. Sobres et vertueux, de vrais sauvages. Ces portraits, à la fois tendres et précis, évoquent un certain amour de la nature, mais pour mieux comprendre ce qui fait le mystère du lien qui l'attache à ses frères. La nature est comme Sido une initiatrice. Nous allons voir tout de suite que cela est particulièrement perceptible quand Colette aborde la question de ses amours. Car au-delà des liens familiaux, cette célébration des êtres chers, si puissante chez Colette, domine dans l'évocation de ses amours dans les vrilles de la vigne. Par exemple, lorsque Colette évoque le lit qu'elle partage avec Missy, c'est le point de départ vers des paysages poétiques où peut s'exprimer une sensualité épanouie. Reçois-nous ce soir, ô notre lit, et que ton frais vallon se creuse un peu plus sous la torpeur fiévreuse dont nous enivra une journée de printemps dans les jardins et dans les bois. Dans cette nouvelle, l'amour et la nature se fondent comme deux forces indissociables qui donnent sens à son existence. Ainsi, cette célébration du monde et des êtres révèle une quête plus profonde, celle d'une liberté et d'une identité qui s'invente à travers l'écriture, une écriture qui mêle l'art du récit et la sensibilité de la poésie. Chez Colette, le monde, qui est aussi un lien vers l'autre, nous présente les êtres comme autant de miroirs de soi. Ainsi, les différents personnages que Colette représente semblent détenir une clé pour l'aider à se comprendre, et qui ne peut être pleinement révélé que par l'art. Tout d'abord, les textes de Colette sont peuplés de figures qui, comme elle, cherchent à s'exprimer par l'art, que ce soit par le chant ou par la danse. Une nouvelle des Vrilles de la Vigne présente par exemple une femme qu'elle nomme simplement la Dame qui chantait. Je relevais mon regard vers la Dame qui chantait. Elle avait grandi, ses yeux larges ouverts, elle contemplait quelque chose d'invisible vers quoi tout son corps s'élançait. On perçoit dans ce passage à quel point l'art chez Colette est une façon de transcender le réel, de toucher à l'invisible, à l'indicible. Voilà pourquoi la quête artistique de Colette est inséparable d'un désir de liberté, d'une volonté farouche d'échapper au carcan. Chez elle, la célébration du monde est un art d'exercer sa liberté. C'est un véritable acte d'émancipation. Je veux faire ce que je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nu si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Dans ce passage, Colette revendique une liberté exceptionnelle, qui a une dimension subversive puisqu'elle revendique la nudité. Symboliquement, on peut entendre un désir de transparence, d'honnêteté, d'authenticité. Colette est écrivain, mais à l'époque des Vrilles de la Vigne où elle se sépare de son premier mari Willy, elle adopte d'autres moyens d'expression qui mettent le corps en avant, plus que le langage, comme la danse, la pantomime. Enfin, cette démarche si originale de Colette fait de la création artistique non seulement une performance adressée à un public, mais aussi une expérience personnelle. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Écrire pour Colette, c'est exister et se réinventer, prendre conscience de ce qui nous émerveille. Le monde qu'elle célèbre n'est pas seulement un monde naturel, c'est un miroir où se reflètent et se dévoilent les différentes facettes de sa personnalité. Ainsi, la mystérieuse danseuse qui s'anime à la fin du recueil des Vrilles de la Vigne semble dire par ses mouvements ce que l'écriture ne saurait exprimer. D'une danse involontaire et chaque jour ralentie,
je saluerai la lumière qui me fit belle et qui me vit aimer. Ainsi Colette, dans Sido et les vrilles de la vigne, chante une ode vibrante à la nature, célébrant les règnes animal, végétal et minéral, en créant un sentiment d'exaltation et de communion avec le monde naturel. Mais cet amour de la nature relie Colette à ses souvenirs d'enfance. Sa mère lui a transmis le goût de l'observation et de l'émerveillement. L'éloge de la nature devient alors une célébration de l'enfance et des liens familiaux, mais aussi des liens d'amitié et des liens d'amour. Enfin, plongeant dans son passé, Colette forge un regard unique, sensuel, que sa plume réinvente sans cesse. Sa célébration du monde tisse des liens d'amour avec tous les êtres vivants. L'écriture devient une expérience où elle se découvre et s'invente elle-même dans le miroir de la splendeur du monde. D'autres auteurs évoquent l'enfance, forgeant notre regard sur le monde. Ainsi, par exemple, Marcel Pagnol écrit dans Le château de ma mère. « Mon souffle s'arrêta. Je m'élançais dans une course folle à travers la prairie et le temps. Oui, c'était bien le canal de mon enfance. »